Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, la campagne électorale bat son plein à Madagascar pour l'élection présidentielle. Campagne qui prendra fin la veille du scrutin ce mardi 6 novembre 2018. Le président sortant, candidat à sa propre succession, défend son bilan. Au Bénin, l'opposition s'insurge contre l'exil de certains leaders politiques. Le Parti pour la libération du peuple est notamment monté au créneau suite à l'exil de son président Léonce Mbadji. Et puis le continent africain est riche en ressources naturelles et il possède 30% des réserves mondiales de matières minérales non énergétiques, des atouts peu exploités pour le développement économique des différents pays. Mais tout d'abord, du 5 au 18 novembre se tiendra à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, la 11e session extraordinaire de l'Assemblée de l'Union africaine. Ce rendez-vous de haut niveau va rassembler les chefs d'État et de gouvernement de l'ensemble du continent africain et sera axé sur les réformes de l'institution panafricaine et celle de la Commission. Ce vaste dossier est mené sous l'égide du chef de l'État rwandais, Paul Kagame, l'actuel président en exercice de l'Union africaine. À Madagascar, c'est la dernière ligne droite pour les principaux candidats à l'élection présidentielle du 7 novembre. En pleine campagne, chacun essaye de se démarquer pour convaincre l'électorat. Le président sortant au pouvoir depuis 2013 est candidat à sa propre succession. Il croit en ses chances de remporter le scrutin et défend son bilan économique. Ange Nomenio. Madagascar est dans la dernière ligne droite pour l'élection présidentielle du 7 novembre 2018. Ayant démarré sur fond de tension, le climat politique semble apaisé à quelques jours de la clôture de la campagne électorale. Alors que certains candidats sont en opération de charme vis-à-vis des électeurs, d'autres par contre remettent en cause la fiabilité du processus électoral. Les électeurs, la classe politique en elle-même et les principaux candidats engagés dans ce scrutin font preuve d'une responsabilité appréciable jusqu'à présent. Et justement, face au bouillonnement que le début de la campagne politique a démontré, il faut aujourd'hui avoir des craintes sur le respect du verdict des urnes. Un collectif de 25 candidats à la magistrature suprême avait réclamé le 30 octobre 2018 la réouverture de la liste électorale et le report du scrutin présidentiel. Ils dénoncent certaines irrégularités qu'ils auraient constatées sur le fichier électoral. Dans le fond, il faut dire qu'on n'a pas la certitude qu'au lendemain, cette classe politique restera aussi soudée, aussi calme, aussi respectueuse du verdict des urnes. Cette élection présidentielle consacre quand même les rivalités entre plusieurs camps politiques. Ouverte le 8 octobre 2018, la campagne électorale prendra fin le 6 novembre 2018 à minuit. Pour le scrutin du 7 novembre, la Haute Cour constitutionnelle a autorisé 36 candidats à briguer la présidence, dont le président sortant et 3 de ses prédécesseurs. Au Bénin, l'exil de certains leaders politiques provoque de vives réactions au sein de l'opposition. Plusieurs acteurs de l'opposition ont dénoncé la perte des valeurs démocratiques. Le Parti pour la libération du peuple accuse le pouvoir d'avoir contraint à l'exil leur président Léonce Mbadji. Reportage de notre correspondant Leftion. L'exil de Léonce Mbadji, président du Parti pour la libération du peuple, inquiète les membres de sa formation et d'autres acteurs de l'opposition. Opposant déclaré au pouvoir en place, Léonce Mbadji a annoncé sa contrainte à l'exil le 19 octobre 2018. Pour les forces politiques de l'opposition, c'est la goutte qui déborde le vase. Il dénonce une persécution ouverte contre les opposants. Patrice Talon lui-même, en arrivant au pouvoir, avait dit que pour être sûr de gagner des élections, il faut ne pas avoir d'opposants en face de soi. C'est ce qu'il est en train de faire. Mais moi je crois qu'il est en train de se tromper parce que le peuple béninois en a connu d'autres. L'opposant et activiste Léonce Mbadji est membre fondateur du Front pour le sursaut patriotique, mais aussi coordonnateur du mouvement Pôle unifié des jeunes de l'opposition Pujol. Nous avons toujours estimé que nous sommes dans un pays de droit, et que nous avons la possibilité de critiquer le gouvernement. Mais si nous devons être poussés à l'exil, si nous devons être inquiétés, il y a un problème sérieux qui se pose. Le bureau politique de son parti a décidé de porter plainte auprès des institutions internationales et annonce un congrès extraordinaire du parti. Au sein du Front pour le sursaut patriotique FSP, Léonce Mbadji et plusieurs acteurs sociopolitiques avaient mené une vive campagne contre les 2 tentatives de révision constitutionnelle.
Dans l'actualité également, le gouvernement angolais a présenté mercredi 31 octobre au Parlement son projet de loi de finances pour l'exercice 2019. Le nouveau budget proposé se chiffrera à 36,3 milliards de dollars, en hausse d'environ 5 milliards par rapport au budget de l'exercice précédent. À noter que le secteur de la santé devrait voir ses dépenses augmenter, passant de 4% dans le budget 2018 à 7% pour 2019, tandis que la part de l'éducation devrait passer à 6% du budget contre 4% pour le budget précédent, ce conformément aux recommandations des Nations Unies pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Avec une superficie de plus de 30 millions de kilomètres carrés, 82 000 milliards de dollars en ressources naturelles, le continent africain regorge d'atouts. Malheureusement, l'Afrique, qui possède 30% des réserves mondiales de matières minérales non énergétiques, peine encore à exploiter ce potentiel pour son développement économique. Adjijatou Badawi. Les ressources naturelles en Afrique sont évaluées à 82 000 milliards de dollars selon la Banque africaine de développement. L'institution estime le PIB total du continent à 2 700 milliards de dollars. Malgré ces potentialités, il y a selon les spécialistes un déséquilibre entre ressources naturelles et développement économique. L'Afrique tâtonne, elle est dans les agendas des Occidentaux, dans les agendas des Chinois. Première des choses. La deuxième des choses, il manque la technologie et le savoir-faire. L'Afrique n'a jamais planifié son capital humain en fonction de ses besoins. Et malheureusement, il y a une troisième chose qui manque, ce sont les capitaux. En 2017, par exemple, le Sénégal a adopté un code minier permettant l'augmentation des redevances minières passant de 3 à 5%. Suivant cette logique, la République démocratique du Congo a adopté en mars 2018 un code minier instituant également la hausse de la redevance minière de 2 à 8%. Je pense qu'il faut aller vers des partenariats publics-privés initié par l'Afrique, avec des programmes intégrés de transformation locale pour que la valeur ajoutée soit créée sur le territoire. C'est la seule chose qui peut nous faire avancer. À l'échelle continentale, l'Afrique possède 30% des réserves mondiales de matières minérales non énergétiques. Un atout qui attire davantage les exploitants miniers. Mais les populations locales en bénéficient peu des retombées. Au-delà de l'exploitation minière, l'environnement est aussi mis à mal du fait de la déforestation. En Égypte, le Fonds des Nations Unies pour la population et la Commission européenne offrent aux femmes et aux filles réfugiées un espace d'intégration. Il leur permet d'avoir accès à l'éducation et aux services de santé, tout comme les Égyptiennes, un espace d'échange qui leur permet également de prendre part à diverses activités. Vinanota. En Égypte, 5 espaces sécuritaires permettent aux réfugiés de mieux s'intégrer dans la société. Ils ciblent principalement les femmes et les jeunes. L'initiative, financée par le Fonds des Nations Unies pour la population et la Commission européenne, offre aux femmes et aux filles un espace physique où elles peuvent se rencontrer, demander de l'aide et participer à diverses activités. La manière dont l'Égypte traite les réfugiés est différente de tout autre pays, car il n'y a pas d'espace physique pour les réfugiés. Je pense donc que le mot-clé ici, la composante, est l'intégration. Ainsi, elles ont accès à l'éducation, elles ont accès aux services de santé, au même titre que les Égyptiennes, et dans les mêmes conditions. Ces espaces sécurisés sont donc, en quelque sorte, une étape intermédiaire pour faciliter ce processus d'intégration. Les espaces sécuritaires offrent aux femmes réfugiées un lieu de rencontre avec les femmes égyptiennes, leur permettant de jouer avec leurs enfants autour d'activités artistiques et de recevoir des conseils individuels. Ces espaces font également de la prévention à la violence domestique. Je restais toujours à l'intérieur et fermais la porte à clé. Même si un électricien venait, je ne lui ouvrais pas. J'avais même peur d'ouvrir la porte. Si mon mari n'était pas là, j'étais prise de peur. Nous quittons maintenant davantage la maison. Il y a plus d'ouverture d'esprit et nous pouvons avoir plus de conversations. Nos enfants sont bien intégrés ici. Avant, nous avions peur de les laisser sortir. Grâce à ce dispositif, les réfugiés bénéficient d'une éducation et de services de santé, tout comme les Égyptiennes. Selon l'ONU, 4,7 millions de Syriens s'étaient réfugiés dans les pays voisins en 2016, notamment au Liban, en Jordanie, en Irak, en Turquie et en Égypte. Parmi ces réfugiés, 1,2 million sont des femmes et des filles en âge de procréer, dont 70 000 femmes enceintes. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.